Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire d'Exportation et Développement Canada. Ça s'appelle Le monde d'à côté, conseil pour vendre aux États-Unis. Je suis Mélanie Carter, directrice de compte et l'animatrice pour l'émission qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, sachez que la séance d'aujourd'hui sera diffusée au web et on vous permettra de l'écouter en français avec le service d'interprétation simultanée. Si c'est le cas, veuillez choisir l'icône français sur votre écran. Nous offrons une traduction simultanée disponible sur votre écran. Veuillez tout simplement choisir le bouton français. Certains parmi vous connaissez à peine l'Exportation et Développement Canada ou EDC. Donc, en guise de présentation, nous sommes à tous égards l'organisme officiel de crédit à l'exportation du Canada. L'EDC est complètement voué à aider les compagnies canadiennes de toute taille et de tout secteur à exploiter les débouchés ouverts sur le marché international. Nous leur faisons donc profiter à chaque année de notre expertise alors que nous travaillons auprès de 7000 compagnies canadiennes recherchant croissance et succès au sein de 200 marchés et plus à travers le monde. L'objectif de notre webinaire aujourd'hui est de vous en apprendre plus sur les rouages des entreprises d'exportation qui font actuellement affaire avec les États-Unis. Ils vous feront part de leur expérience et mettront en lumière les principales leçons apprises. D'abord, avec moi aujourd'hui, Jen Kelly, copropriétaire de Pair Design, une compagnie Sears à Toronto. Bonjour, Jen. Bonjour, Mélanie. Également parmi nous aujourd'hui, nous avons Pierre Planguer, qui est le chef d'entreprise à Solacom, entreprise Sears à Gatineau. Bienvenue, Pierre. Bonjour. Et je souligne également la présence de David Weiner, un délégué commercial principal affecté au service des délégués commerciaux en charge du commerce sur le marché des États-Unis. Bienvenue, David. Bonjour, Mélanie. Dernier invité, mais certainement pas le moindre. Je vous présente Gary Brown, notre propre représentant en chef pour les États-Unis ici. Il travaille avec nous à l'EDC. Bonjour. Et bien sûr, je souhaite aussi la bienvenue aux nombreux participantes qui se joignent à nous aujourd'hui pendant ce webinaire. Nous aurons respecté notre objectif aujourd'hui si nous parvenons sans faute à vous offrir des conseils clés sur la stratégie d'affaires quand on veut pénétrer le marché américain. Alors aujourd'hui, voici quelques-uns des sujets à discuter. Alors, un survol du marché des États-Unis et les diverses possibilités de ce secteur qui s'offrent aux compagnies canadiennes. Aussi, nous jaserons avec deux de nos clients, deux entreprises exportatrices canadiennes qui ont prospéré sur le marché américain. Nous aurons aussi des conseils pratiques, à savoir comment surmonter certains obstacles ou défis que l'on doit confronter comme compagnie exportatrice sur ce marché. Et nous verrons aussi comment EDC, le service des délégués commerciaux ou le SDC, peuvent vous prêter main forte, que ce soit pour un individu ou pour une entreprise en affaires. Alors, avant de commencer, je veux que vous sachiez que nous vous offrirons la séance foire aux questions en dernière moitié du webinaire et vous pourrez ainsi mettre à l'épreuve nos invités spécialistes avec vos questions. Nous vous acheminerons également un hyperlien vous permettant accès à une version archivée du webinaire d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'inquiéter si vous ratez quelque chose. Nous avons ce qu'il vous faut. Si on commence avec David. David est avec nous du Texas aujourd'hui au téléphone. Merci d'être des nôtres, David. Pouvez-vous nous donner un survol bref du SDC, le service des délégués commerciaux? Ah bien, merci, Mélanie. Et bien sûr, je vous souhaite la bienvenue du Texas. Alors, si je vous disais de quoi il s'agit avec le SDC, service des délégués commerciaux, nous existons depuis 120 ans et le premier délégué a été affecté en Australie en 1894. Alors, nous aidons les compagnies canadiennes à pénétrer les marchés internationaux et passer à travers les eaux houleuses du commerce international. Nous vous aidons à faire croître votre chiffre d'affaires à l'échelle internationale, que ce soit en exportation d'un bien ou d'un service, et aussi l'acquisition de nouvelles technologies. Alors, ce service a le réseau le plus évolué de professionnels. Nous avons au-delà de 174 bureaux, que ce soit au sein des ambassades, des consulats à l'échelle internationale. Nous offrons aux Canadiens et Canadiennes qui ont des compagnies un service absolument gratuit. Qu'est-ce qu'on vous offre? Eh bien, on a 4 services fondamentalement. On parle ici d'une préparation de la compagnie pour faire affaire au marché international. Ça veut dire préparer votre compagnie afin que vous soyez prêt à faire l'exportation avant de quitter le Canada. En deuxième lieu,
Un autre service essentiel serait l'évaluation du marché potentiel. Alors là, on va passer en revue vos objectifs que vous voulez pouvoir faire en marché international et on vous donne les renseignements pour le pays qui vous intéresse pour vous aider à déterminer si vous avez des chances d'avoir un bon succès. Alors, le SDC peut vous aider à épargner du temps et de l'argent parce que ça vous permet de concentrer dans les marchés où vous avez plus de chances de succès. En troisième lieu, nous vous offrons des contacts qualifiés qui vous aideront à accroître votre chiffre d'affaires à l'échelle internationale. Nous avons un réseau de contacts internationaux qui est vraiment pas battable. Nous avons un réseau d'ambassades, de consuls à l'échelle nationale qui vous aident à avoir accès au gouvernement étranger, aux leaders dans le monde de l'industrie, les décisionnaires. Parmi les contacts qu'on peut vous offrir, on parlerait des représentants de gouvernement à l'échelle internationale, les acheteurs potentiels qualifiés, ce qui est vos produits, les agents à l'échelle internationale. On vous offre aussi des services professionnels, que ce soit des cabinets juridiques ou des spécialistes en fiscalité ou encore des services financiers. En quatrième lieu, on vous offre un service de résolution de problèmes. Ça pourrait vous permettre d'obtenir notre aide si vous avez toute une gamme d'enjeux qui pourraient venir à la surface si vous faites affaire à l'extérieur du Canada, que ce soit des livraisons qui n'arrivent pas à temps à cause d'une législation protectionniste ou encore en ce qui a trait à la loi sur les douanes. Alors, grosso modo, nous avons toute une gamme d'années d'expérience et nous sommes là pour vous aider vous-même, pour vous aider à connaître le succès. Selon la recherche, les compagnies qui utilisent notre service connaissent un meilleur succès que ceux qui ne l'utilisent pas. La valeur de leur exportation, les ventes, d'habitude, sont 18 plus grandes que celles des compagnies d'exportation qui n'utilisent pas notre service. Alors, les clients de l'SDC ont, grosso modo, un accès à 36 plus de marché que les autres compagnies qui ne l'utilisent pas. Alors, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est un service gratuit pour toutes les compagnies canadiennes et nous sommes ici pour vous servir. Nous aimerions bien vous rencontrer, non seulement aujourd'hui, pour les années à venir. Alors, mon doux, vous ne nous avez pas laissé grand-chose à l'imagination ici. Alors, pouvez-vous nous donner un survol d'occasions ou de tendances dont notre auditoire devrait connaître en ce qui a trait au marché américain? Eh bien, d'abord, je devrais dire que dans la plus forte partie des cas, il n'y a pas une meilleure façon de commencer votre exportation que le marché américain. D'abord, aux États-Unis, c'est le plus grand marché, le plus riche à l'échelle internationale et c'est le meilleur marché du Canada parce qu'on fait l'exportation à 70 de notre marchandise et services. On a une culture semblable à celle du Canada, on a le même fuseau horaire au Canada, on a un système juridique semblable. Vous pouvez souvent faire affaire de façon ouverte sans être enterré de papiers et de problèmes. La plus forte partie des Canadiens vivent assez près des États-Unis. Ce n'est pas hors de l'ordinaire que votre plus grande ville qui se situe à peu près de votre lieu d'affaires soit située aux États-Unis au lieu du Canada. Alors, ça fait plein bon sens de considérer les États-Unis. Vous savez, un des plus grands défis des compagnies canadiennes quand ils veulent percer le marché des États-Unis, c'est la taille du marché. Je me souviens d'avoir étudié l'allemand à l'école et savoir que je me disais, les mots en allemand sont tellement longs et compliqués. Alors, mon prof m'a dit, au lieu d'essayer de le dire tout d'un trait, un long mot, essayez de le briser en petits mots. Alors, c'est la même façon de faire quand on pense à pénétrer un marché d'une grande taille comme celui des États-Unis. Alors, les États-Unis, souvent, on y réfère comme étant un marché des marchés. C'est important pour les compagnies de commencer à faire affaire aux États-Unis au point de vue de région par région, s'attaquer à des petits morceaux au lieu de tout le camembert.
Alors, si vous regardez du côté de Détroit, vous pourriez vous intéresser si vous avez une compagnie qui travaille dans le secteur de l'automobile. Alors, peu importe où vous allez commencer, tant et aussi longtemps que vous avez fait votre recherche et préparation, vous avez un bon plan d'affaires. Nous avons des bureaux à l'échelle américaine dans toutes les différentes régions des États-Unis. Par exemple, mon bureau s'occupe de l'État du Texas et les 4 États périphériques, la Louisiane, l'Arkansas, Oklahoma et le Nouveau-Mexique. Chacun des bureaux des États-Unis comprend à fond ce qui se passe aux États-Unis et ils ont tout un réseau élaboré de contacts locaux pour vous aider dans vos affaires. Chaque mission au consulat va avoir des secteurs de priorité différents qui reflètent les occasions d'affaires dans le territoire. Alors, si vous demandez les secteurs, les tendances dans le marché, Mélanie, c'est pas facile d'en parler dans seulement 5 minutes. Mais je peux dire que les secteurs où les compagnies canadiennes connaissent bon succès aux États-Unis, ce serait l'aérospatial, l'automobile, agroalimentaire, la construction, produits forestiers, TI, énergie comme l'essence, énergie renouvelable et les sciences de la vie. Peut-être que ce serait plus utile si je partageais avec vous des astuces à savoir dont vous parlez pour savoir comment bien réussir aux États-Unis en affaires. Peut-être que je peux en partager quelques-uns avec vous. Peut-être le plus important serait, il faudrait vous créer une liste de clients à l'échelle internationale. Si vous travaillez avec le Walmart au Canada, arrangez-vous pour travailler avec le Walmart aux États-Unis. Alors, si vous avez déjà établi un bassin de bons clients au Canada, vous pouvez faire la même chose aux États-Unis. Alors, regardez votre bassin de clients, non seulement au Canada, aux États-Unis, mais à l'échelle internationale. Comme j'ai dit plus tôt, aux États-Unis, c'est le marché le plus élaboré du monde. Et c'est là où on trouve le plus de concurrence. Alors, il y a des compagnies à l'échelle internationale qui essaient et qui ont réussi à s'établir aux États-Unis. Alors, quand on parle de siège social, souvent, on retrouve des compagnies internationales qui s'établissent là. Alors, si vous pensez de pénétrer d'autres marchés internationaux, la Chine, l'Allemagne ou le Mexique, la meilleure façon de le faire, ce serait par l'entremise des États-Unis. Vous allez trouver que ça coûte moins cher de s'y faire pour rencontrer les gens que vous avez besoin de rencontrer, pour vous préparer à l'échelle internationale quand vous travaillez avec les Américains. Quand j'étais à Détroit, par exemple, nous avons pu obtenir des compagnies du Canada qui ont pu nous offrir le meilleur leadership pour composer avec des gens au Japon, par exemple, parce que c'était mieux structuré au Japon, alors on avait besoin de gens qui s'y connaissaient. Alors, on peut faire partie de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle internationale en passant par les États-Unis. Ils le font déjà. Si les gens sont heureux aux États-Unis avec les produits ou les services que vous leur offrez, alors les chances sont bonnes que vous allez pouvoir percer le marché à l'extérieur des États-Unis également. Alors, ça dépend des services et des produits que vous offrez. Alors, en dernier lieu, un dernier conseil, disons que votre compagnie est dans les mains d'un propriétaire autochtone ou privé ou autre. Aux États-Unis, on offre des primes spéciales pour encourager ce genre de compagnies qui représentent les différentes cultures. Alors, pourquoi est-ce que les gens font ça? Eh bien, les gens qui ont diversifié leur chaîne d'approvisionnement connaissent un meilleur succès. Quand on regarde des ententes réciproques qui existent déjà et qui permettent aux compagnies canadiennes de bénéficier d'entreprises dont les propriétaires sont en minorité. Alors, il y a plusieurs de ces sociétés qui ont dévoué beaucoup de leurs programmes pour encourager la diversité de l'approvisionnement. Ils vont travailler
de bon gré avec les compagnies qui vont leur aider à entrer dans l'organisation. Par exemple, les compagnies qui composent avec l'alimentation, si on parle de magasins d'alimentation, souvent, ils vont vous offrir un rabais spécial. Disons que vous faites partie du monde des entreprises, la crème glacée. Ils vont vous donner souvent des incitatifs pour faire passer vos produits de façon plus facile. Il semblerait que vous avez toute une gamme de suggestions en ce qui a trait à bien composer aux États-Unis. Alors, je vois bien que c'est une belle façon de percer ce marché-là. Merci de ça. Je sais que vous travaillez de près avec Gary, ici avec l'EDC. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, Gary, en ce qui a trait aux compagnies canadiennes qui veulent se lancer du côté des États-Unis? Quels sont les défis? Je pense que les plus grands défis pour les compagnies canadiennes, c'est s'ils ne sont pas assez chanceuses de faire partie de la chaîne d'approvisionnement au Canada déjà, comment est-ce qu'ils peuvent en faire partie d'une chaîne d'approvisionnement aux États-Unis? Comment savoir à quelle porte frapper, à quelle personne parler? Surtout pour les petites entreprises, comment est-ce qu'on se lance d'abord à l'échelle internationale, par exemple aux États-Unis, pour voir à qui dois-je parler, qui peut m'aider le mieux? Alors, si on allait maintenant du côté des compagnies exportatrices d'abord, Jen, qu'est-ce que c'est que toi, tu vois quand tu t'es lancé du côté des États-Unis? Attends une seconde. Qu'est-ce que tu fais d'abord? Quelle est ta compagnie? Décris-nous ça. Pear Design, c'est quoi ça? Bien, Pear, c'est un grossiste de conception aussi pour les articles de maison. Moi-même et Becca, ma partenaire, avons commencé ça en 2011. Nous avons fait le lancement à un salon du cadeau. Ma coéquipière et moi, nous connaissons depuis bon nombre d'années. Nous avons travaillé ensemble sur notre plan d'affaires. Nous étions en congé de maternité en même temps. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, juste avant que nos premiers enfants soient âgés d'1 an, on s'est lancé dans le monde des affaires. Alors, cet été-là, de cette année-là, on a lancé ce produit. C'est les affaires de la maison. Et ensuite, nous nous sommes lancés dans les produits pour les bébés. Ensuite, le linge de table, ce genre de choses-là, linge de lit. Alors, David, qu'est-ce que c'est que vous avez trouvé, vous autres? David en parlait, Gary en parlait à propos des défis. Avec quoi avez-vous composé? Eh bien, trouver votre créneau dans le marché et vous établir. On a commencé à vendre comme notre premier bassin de clients était aux États-Unis. Nous avons commencé à ajouter à ce bassin-là. Nous avions plus de commerçants au détail qui vendaient notre produit. Les enjeux les plus élevés pour eux, il fallait qu'ils payent des droits de douane pour les produits qui leur étaient envoyés. Alors, c'était un coût additionnel au coût qu'ils payaient déjà pour le produit. Alors, nous avons voulu établir une usine d'entrepôt aux États-Unis. Nous avons commencé à faire l'acheminement de nos produits à cet entrepôt-là pour qu'ils aient un bon stock. Et à partir de cette usine d'entrepôt, nous envoyons nos produits aux Américains, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de douane à payer. Alors, définitivement, ça nous a aidés avec notre chiffre d'affaires parce que ça a ouvert la porte à toute une gamme d'autres occasions rêvées. S'il y en a parmi vous qui pouvez vous associer à l'expérience de Jen, je vous encourage à nous appeler au numéro 1-888-361-6811. Alors, c'est le 1-888-361-6811 pour obtenir plus de renseignements. Alors, il y aura un directeur de compte qui sera heureux ou heureuse de répondre à votre appel et vous donner des renseignements. Alors, Solacom et vous, Pierre Planger, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous fabriquons des produits, des dispositifs pour composer avec le 911. Nous les expédions aux États-Unis à des personnes qui en font la revente.
Alors, nous avons des organisations de premier niveau aussi et nous avons d'autres centres qui soutiennent nos produits. Alors, c'est des produits pour permettre aux gens de signaler le 911 de façon rapido presto. Alors, Jen nous a parlé de ces obstacles avec lesquels elle a composé. Puis vous, parlez-nous donc de vos obstacles avec lesquels vous avez fait affaire. Comme vous pouvez imaginer, quand on parle du 911, on parle de sécurité du public et David parlait de, je ne sais pas s'il l'a mentionné, de la loi aux États-Unis, ce qu'on appelle le Patriot Act. Dans notre cas, c'est très important d'avoir le look américain autant que possible. Nous avons besoin de réduire l'écart entre notre organisation et le marché local. Gary parlait de l'importance de trouver le bon jumelé avec le bon partenaire. Le DC peut aider les compagnies exportatrices. Alors, nous avons maintenant eu l'aide pour être capable de voir qui sont les meilleurs partenaires avec lesquels on peut composer. On a tout un bassin, n'est-ce pas, un réseau de clients qui existent, mais lesquels sont les mieux placés pour s'agencer de près avec nous, pour nous aider. Vous pouvez avoir un partenaire local à Boston, par exemple, qui peut vous faire connaître de très près ce qui se passe dans cette région-là. Alors, un des problèmes, des fois, ce sont les partenariats établis à l'échelle locale. Alors, c'est comme ça que vous avez réglé vos conflits ou vos obstacles. Vous avez cherché, vous avez trouvé les bonnes personnes, les personnes clés pour établir des partenariats locaux, n'est-ce pas? Alors, vous, c'est surtout le service, n'est-ce pas, et les produits aussi. Vous savez que les produits doivent plaire à votre auditoire. Votre compagnie doit plaire à l'auditoire. Alors, Gary, serais-tu d'accord avec ça? Oui, je pense que oui. Quand on parlait auparavant, on jasait avant de commencer l'émission, c'est très intéressant de voir leur expérience dans différents secteurs. C'est pas un guichet automatique là, où on dessert avec le même produit. Il faut savoir qu'est-ce qui va fonctionner dans certains secteurs, dans certaines régions, à savoir qu'est-ce qui va plaire, qu'est-ce que les gens recherchent. Il faut faire cette étude. Alors, je veux remercier tout le monde. On a commencé cette session en vous offrant l'occasion d'avoir des conseils, à savoir comment pénétrer le marché américain. Et on a voulu aussi vous expliquer les enjeux avec lesquels on doit composer si on veut percer le marché américain. Alors, on aura foire aux questions d'ici peu. Vous avez des questions là-dessus, que vous soyez une compagnie exportatrice aux États-Unis ou n'importe autre endroit à l'extérieur du Canada, l'EDC peut vous aider avec ce genre de choses-là. Nous avons une gamme de produits de solutions. Vous offrir que ce soit l'assurance pour vos comptes clients en cas de non-paiement. Ça peut être des connaissances parfaites du marché aussi, ou un coup de pouce pour vous permettre avec un financement et un fonds de roulement accru de votre banque. Si vous êtes une compagnie exportatrice ou vous pensez en devenir une, s'il vous plaît, pensez-y. Appelez-nous au 1-888-361-6811 afin de parler avec notre personnel qualifié. Alors, et c'est maintenant l'heure de foire aux questions. Nous tenterons de répondre au plus grand nombre de questions possible. Si vous avez le goût de nous poser une question, il faudrait cliquer sur la touche Q et A sur l'écran coin inférieur gauche. Si on commençait, nous allons maintenant passer aux questions qui nous sont acheminées. Alors, je pense qu'on va pouvoir obtenir d'autres conseils de nos experts ici, à savoir quelles sont les compagnies qui vous posent des questions et comment vous pouvez vous relier. Si je vends des produits aux États-Unis, est-ce qu'il faut que je m'inscrive avec IRS et payer des impôts aux États-Unis? Si je paye aux États-Unis, si je paye des taxes au Canada, est-ce que j'en paye aux États-Unis aussi? Est-ce que Gary, peut-être, pourriez-vous répondre à ça? Je pense que c'est David qui serait mieux placé pour ça. C'est lui qui est positionné aux États-Unis. Je vais essayer de répondre ça de façon générale. Chaque cas est individuel, n'est-ce pas? Mais fondamentalement,
à l'économie. Si vous envoyez une facture à partir du Canada, vous exportez directement du Canada, il n'y a pas de vendeur présent aux États-Unis. D'habitude, vous ne payerez pas d'impôts américains. Vous auriez à collectionner les impôts sur la vente. Mais si vous avez une compagnie établie aux États-Unis, d'habitude, oui, vous auriez à payer des impôts sur cette entreprise. Au Canada, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Fondamentalement, les sociétés payent des taxes, des impôts sur les revenus totaux, les bénéfices d'entreprise. Merci. Alors, si on parle du fait que toi, Jen, tu as introduit des produits de maison aux États-Unis, peux-tu nous parler des usines d'entrepôt aux États-Unis? Comment ça peut vous aider à vous départir de payer des impôts trop élevés? Au début, quand on vendait aux États-Unis, nous avions un entrepôt au Canada et les produits sont fabriqués en Inde. Ensuite, ils étaient envoyés au Canada et là, on envoyait ça du Canada à nos clients aux États-Unis. Alors, c'est comme nous achetons quelque chose en ligne, ça vient des États-Unis, c'est expédié au Canada, nous devons payer un certain montant de douane. Alors, la même chose arrivait pour les clients américains, ils achetaient ça au prix du détail. Et ensuite de ça, il fallait qu'ils ajoutent un certain coût de douane. Pour certains clients, c'était trop élevé en bout de compte. Il y a d'autres qui étaient prêts à le faire, mais un peu de mauvais gré. Alors, quand on a eu l'entrepôt établi aux États-Unis, on pouvait les envoyer, nos produits, directement du fabricant en Inde aux États-Unis. Alors, quand on vendait donc des produits aux Américains, on leur expédiait les produits à même l'usine aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de douane à ajouter. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour les clients qui veulent vendre aux États-Unis? Moi, je dirais que, en ligne avec ce qu'on a tous, ce dont on a parlé, c'est-à-dire diviser ça en morceaux d'un casse-tête, ça va, d'apprendre sur le tas et d'utiliser les ressources que vous avez à votre disposition, comme l'EDC, autres ressources, parler avec d'autres propriétaires d'entreprises et comprendre quelle a été leur expérience. Bien sûr qu'il y aura des défis à relever en passant à travers le processus, mais d'abord, faites une bonne recherche, posez des questions, appelez les gens qui sont dans le métier, posez des questions. Et ce n'est pas nécessaire que ce soit. Peut-être que ça pourrait être un peu osé dans votre idée de vous lancer du côté des États-Unis. Non, ce n'est pas si osé que ça, si vous divisez ça étape par étape. Alors, Pierre, as-tu, toi, des conseils pour les membres de l'auditoire en ce qui a trait aux gens qui veulent pénétrer le marché américain? Alors, 80 de ce qu'on vend, c'est vendu aux États-Unis. Alors, pour nous, c'est très important d'entreprises américaines. Ça pourrait être osé, disons, pour une compagnie canadienne qui n'est pas exportatrice du côté des États-Unis. Mais à l'heure du dîner, on parlait de cette présence à l'échelle locale. Ça peut avoir un look différent d'une compagnie à l'autre. C'est important d'avoir le look américain. Comme j'ai dit, nous faisons l'exportation de 80-90 de nos produits aux États-Unis. Chicago, c'est une des villes très importantes pour nous dans notre chiffre d'affaires. Alors, ce qui est important aussi, c'est faire partie des salons commerciaux, faire une présentation là, être parmi les premiers à pénétrer le marché dans votre domaine. Bien sûr qu'on va faire des erreurs, mais il faut continuer, il faut ajuster notre tir et continuer. Alors, pour les compagnies qui commencent et qui n'ont pas nécessairement une présence locale dans leur marché qui les intéresse, Gary, qu'est-ce que tu dirais serait le premier pas à faire pour s'approcher des clients américains? Alors, trouver une façon de se faire présenter à ces clients-là. C'est là où l'EDC ou les SDC peuvent vous aider. On a toute une gamme de noms, de gens clés qui sont là pour vous aider avec ces détails-là. On peut vous donner la liste de ces gens-là. Alors, peu importe la taille de votre compagnie, il faut que vous soyez qualifié, avoir un look professionnel
Si vous voulez entretenir une réunion, une entrevue suite à un salon commercial, si vous voulez parler avec des gens qui pourraient devenir des clients, des acheteurs, à ce moment-là, il faut vraiment être bien prêt, bien préparé, être professionnel et bien renseigné. Alors, que ce soit à Chicago ou à New York, c'est souvent là où les expositions commerciales ont lieu d'abord. Ils sont bien connus. Alors, si vous voulez vous pencher de ce côté-là, soyez prêts et prêtes. Vous avez les premières impressions vous n'avez qu'une chance pour ça. Alors, assurez-vous que vous êtes prêts, bien préparé, bien renseigné. Alors, comment est-ce que l'EDC se jumelle avec ces compagnies-là s'ils veulent aller faire partie des foires commerciales de façon physique? Est-ce qu'on a une présence là? Oui, souvent, l'EDC est là lors d'un salon commercial. De façon typique, on va se renseigner à savoir combien de compagnies canadiennes feront partie des présentateurs et bien sûr qu'on voudra leur fournir une liste de compagnies clés qui pourraient les intéresser et on va vouloir être là pour encourager la rencontre de ces gens-là. Des fois, ça peut être une rencontre au bureau d'un acheteur. On peut être là pour préparer le terrain pour une réunion entre les chefs d'entreprise, une entreprise qui pourrait être un acheteur potentiel pour une des compagnies exportatrices au Canada, par exemple. Est-ce que vous avez une idée de combien de salons commerciaux est-ce que l'EDC, au sein desquels l'EDC participe? Ce sera environ 12, ça pourrait être de 15 à 20 aussi. Ça dépend des secteurs aussi. Dans certains secteurs, il y a plus de salons commerciaux qui font partie des activités que d'autres. Alors, il y a une conférence à Houston à laquelle je pense, où nous sommes là chaque année parce que ça, c'est un marché spécial qui intéresse les compagnies d'ordre technologique. Alors, David, peut-être que tu pourras en parler toi aussi. De toute façon, de la logistique, comment est-ce que tu peux aider une compagnie canadienne qui veut aller s'établir aux États-Unis? Est-ce que tu rencontres avec eux quand ils se rendent à un salon commercial? Est-ce que tu aides à faire les présentations à des clients potentiels? Lors de ça, est-ce que vous organisez des événements de rencontre? D'abord, nous faisons ça de différentes façons. On peut offrir le soutien individuel. On est là pour présenter les directeurs d'entreprise l'un à l'autre. Nous sommes là lors des salons commerciaux, souvent. À Greenville, Louisiana, nous organisons des activités pour jumeler les compagnies et faire rencontrer. Et aussi, nous avons des services à offrir aux compagnies canadiennes qui aimeraient s'intéresser à faire partie d'une certaine chaîne d'approvisionnement. Nous en faisons un salon cette semaine à Miami, en Floride. Alors, on parle d'une compagnie aéronautique. Alors, c'est un domaine plus restreint. Alors, c'est un petit peu plus minutieux ce qu'on a à faire. Quand on parle de Bell Helicopter au Texas aussi, on est en train d'essayer d'organiser une rencontre avec les compagnies qui s'intéressent à faire l'exportation dans ce domaine-là. On a les salons commerciaux. On peut être là du côté de l'approvisionnement et aussi du côté du jumelage entre clients. L'autre question qu'un des membres de l'auditoire nous a envoyée est la suivante. David, peut-être que tu pourrais la répondre, toi? Et puis, peut-être que toi aussi, tu pourrais y mettre ton grain de sel. À titre de Canadien, est-ce que je peux acheter des produits aux États-Unis et les vendre et aux États-Unis et au Canada? Et ensuite, est-ce que je peux avoir ces produits-là dans un entrepôt aux États-Unis? Si je veux avoir un entrepôt là, est-ce que je suis obligé d'avoir une entreprise inscrite aux États-Unis? Bien ça, il y a beaucoup de petits morceaux là-dedans, mais je vais essayer d'y répondre au meilleur de ma capacité. Oui, tu peux acheter des produits aux États-Unis et les vendre aux États-Unis. Tu peux acheter des parties d'un produit que tu fais au Canada. Tu peux l'acheter aux États-Unis, les faire venir ici au Canada, mais tu auras des douanes à payer.
Alors, par exemple, au Mexique, si tu fais venir une partie d'un produit que tu as besoin pour finir ton produit, tu le fais venir du Mexique, c'est possible que tu n'aies pas de douane à payer. Alors, ce serait peut-être un entrepôt qui est garanti contre les douanes, par exemple. Il y a des façons de te protéger de ce côté-là. Il y a aussi des compagnies qui vont gérer des compagnies qui ont des entrepôts. Ils vont s'occuper de faire parvenir tes produits, tout ça. Alors, disons que tu as une compagnie de fabrication aux États-Unis. Oui, tu pourrais avoir ça, mais tu pourrais avoir juste un bureau où tu as quelques gens qui s'occupent des ventes, comme vous avec Solacom. Oui, dans certains cas, nous avons compté le nombre de la composante qui viennent des États-Unis pour nos produits. Alors, tu peux acheter un bon produit des États-Unis. Alors là, si tu obtiens des portions de ton produit des États-Unis, à ce moment-là, tu peux ensuite faire la promotion de ton produit, la publicité de ton produit en disant que il y a c'est manufacturé, ça vient partiellement des États-Unis. Alors, des fois, les garanties ne sont pas transférables non plus quand tu as un produit. Disons que tu achètes un produit qui a une garantie au Canada, peut-être que ça ne s'applique pas aux États-Unis. Alors, il faut aussi regarder de ce côté-là parce que les clients s'intéressent à ça. Alors, Jen, toi, David, ce qu'il a dit, il a mentionné l'entrepôt qui est garanti contre les douanes. Je ne sais pas si tu as une fabrication aux États-Unis. Nous travaillons avec une tierce partie qui s'occupe de l'entrepôt et qui s'occupe d'acheminer des produits selon les commandes placées par les clients. Alors, nous avons des entrepôts au Canada et aux États-Unis. Nous avons adopté cette façon-là de façon à pouvoir desservir plus facilement, de façon plus expéditive, les commandes qui sont placées. Comme j'ai dit, les produits sont là dans l'entrepôt, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Nous pouvons les acheminer directement aux États-Unis pour les clients américains et également pour les clients internationaux. Une autre question. Quand on parle du dollar avec sa valeur moins élevée comparativement au dollar américain, comment est-ce qu'on peut contourner ces contraintes-là à courte échéance? Oui, on y a pensé à ça. On a fait beaucoup d'affaires aux États-Unis. Je le sais, Pierre, toi, c'est de 80-90 de ton chiffre d'affaires qui vient là. Nous voulions nous assurer que le processus pour obtenir les paiements, c'était en fonds américains. Au début, nous acceptions les cartes de crédit. Les fonds étaient changés en dollars canadiens. Et là, si on devait payer les factures américaines, il fallait toujours gérer avec ce qui se passait avec la valeur du dollar canadien comparativement aux États-Unis. Quand on reçoit des fonds américains, ça s'en va à un compte de banque américain et c'est comme ça que nous gérons la valeur du dollar. Définitivement, ça nous aide à faire affaire avec les enjeux entourant la valeur du dollar qui peut fluctuer. Alors, le risque est atténué. Quand nous vendons nos produits, c'est fondé sur les dollars américains. La marge sur le produit vendu est beaucoup meilleure pour nous. Ça ne change pas le prix pour les Américains, mais nous, ça nous aide. Les gens qui exportent à partir du Canada, bien sûr que ça veut dire que le produit est moins coûteux pour les Américains. S'ils sont habitués à le vendre en dollars canadiens, les Américains voudront bien sûr l'acheter en dollars américains. Alors, Gary, est-ce que tu as des conseils, toi, des idées à offrir aux compagnies en ce qui a trait à la valeur du dollar qui fluctue? Oui, bien sûr, on peut se protéger, n'est-ce pas? Il y a des outils pour ça, pour gérer le risque. Alors, on peut vendre aux États-Unis et ensuite vendre ça directement à un pays international sans passer par
la valeur du dollar canadien. On peut le vendre en dollars américains. Alors, si vous pouvez faire ça, la vente de votre produit sans avoir à dépenser de dollars additionnels pour protéger le dollar, eh bien sûr, oui, les institutions bancaires, financières ont toute une gamme de renseignements à vous offrir en ce qui a trait aux compagnies qui veulent composer sans perdre leur chemise, si vous voulez, avec le marché international et avec un dollar qui fluctue. Quelle serait la meilleure façon d'acheminer des produits aux États-Unis? Est-ce que ce serait Post Canada? Autre façon? Qu'est-ce que vous conseillez? Alors, je pense qu'on a essayé à peu près tout, nous. De façon générale, on compose avec les compagnies, que ce soit FedEx ou UPS, ce genre de compagnie. Ils ont des taux préférentiels. Plus ton chiffre d'affaires avec eux est élevé, mieux sont tes tarifs avec eux. Alors, c'est moins compliqué et ils sont plus habitués avec un gros chiffre d'affaires et de nombreux produits, de nombreux services que Post Canada ne le serait. Alors, Pierre, à Pair, on s'occupe de produits, mais toi, est-ce que c'est un service ou des produits? Oui, on a des produits. Mais toi, est-ce que tu fais l'exportation avec tes employés? Est-ce que tu fais la formation chez tes employés pour qu'ils sachent bien faire? Il faut faire attention quand on travaille aux États-Unis. Tu as besoin de permis, d'octroi de licence. Comme j'ai dit, on a de 8 à 9 employés aux États-Unis, mais quand ça vient temps de la formation, on peut composer avec ça du côté des États-Unis en travaillant avec ce bassin d'employés. Alors, on a embauché un employé aux États-Unis qui demeure aux États-Unis. Alors, il faut faire attention de ce côté-là, toutes les lois qui s'appliquent. Je conseillerais n'importe quelle compagnie canadienne qui veut s'établir aux États-Unis, je vous suggérerais qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui pourraient être des experts conseils, qui pourraient vous aider. Soyez souple avec l'entente, le contrat, parce que plus vous devenez important dans votre chiffre d'affaires, vous allez vouloir ajouter à votre nombre de personnes, à votre personnel. Alors, pensez au permis de travail également. Il y a beaucoup de paperasse qui entre en ligne de compte. Je le sais que ça peut donner des maux de tête. C'est des défis à relever. Puis toi, David, est-ce que toi, tu as des conseils en ce qui a trait à transférer des biens ou des employés de l'autre côté de la frontière? Oui, je vais y penser. Ça dépend qui est votre client final. Si tu as besoin d'offrir un service de porte-à-porte, peut-être que tu vends à un client de vente au détail. Il y a des services de livraison qui existent, mais ça peut coûter un peu plus cher. Alors, il y a des gens qui travaillent dans le commerce qui sont là aussi pour vous aider avec ces services-là de n'importe quel côté de la frontière. Alors ça, c'est des gens dans le commerce qui existent et on peut vous donner ces noms-là. Une autre chose que j'aimerais mentionner, ça a peut-être été mentionné, mais je vais le souligner. On parle des visas E1 et E2. Ce sont des visas d'investisseurs et d'acheteurs. C'est un visa pour une compagnie canadienne qui fait affaire surtout aux États-Unis, comme la compagnie de Pierre. Ça, c'est ce qu'elle leur permet de faire. Ça leur donne un visa de 5 ans pour la compagnie canadienne. C'est renouvelable. Alors, ce n'est pas nécessaire pour que l'employé soit résident des États-Unis. Si tu as besoin d'envoyer un technicien pour faire l'entretien sur un certain produit, mais que tu veux avoir ton technicien que tu connais qui est bien placé pour t'aider au Canada, c'est possible d'utiliser un de ces visas-là. Si la personne veut habiter aux États-Unis, leur épouse peut travailler. Ça, c'est merveilleux. Leur époux ou épouse. Ça prend peut-être une semaine pour le consulat aux États-Unis d'émettre ce genre de visa. Il faudrait que ce soit une compagnie canadienne et la citoyenneté des demandeurs de visa doivent
doit être canadienne. Merci, David, pour ces conseils. Est-ce que je t'ai coupé la parole? Avais-tu d'autres choses à dire? Non, non, non. Alors, merci. Un client ici qui demande si il y a des bonnes ou mauvaises raisons, ou bien s'il y a de bonnes raisons pour enregistrer une compagnie aux États-Unis. Delaware, par exemple, a vu ça. On a vu ça faire partie de nous. Alors, parlez-nous des avantages ou désavantages d'enregistrer une compagnie aux États-Unis comparativement à une compagnie qui n'est pas enregistrée. Encore une fois, c'est très bon pour un propriétaire de compagnie d'aller rechercher des conseils, d'experts conseils du côté juridique et fiscalité avant d'aller s'inscrire au groupe d'entreprises aux États-Unis. Delaware, c'est un bon exemple. Si tu veux avoir un exemple, par exemple, où tu pourrais avoir d'autres gens qui pourraient s'intéresser à te poursuivre pour une raison quelconque, alors fais bien ta recherche auprès de, comme j'ai dit, d'entreprises fiscalistes et d'entreprises juridiques. Il y a toute une gamme de compagnies qui existent là pour t'aider. Si tu veux vendre au gouvernement, que ce soit à l'État ou fédéral, ça pourrait être avantageux, mais il faut vraiment étudier ça à fond et voir comment ça va te rejoindre du côté légal. Alors, il faut parler avec des firmes de conseil experts et avec des avocats à savoir quelle est la meilleure marche à suivre pour une compagnie qui voudrait s'aventurer du côté des États-Unis et s'enregistrer là. Alors, il y aurait des pistes incitatives pour aller s'établir aux États-Unis. On peut vous aider, nous, dans notre service, à savoir qu'est-ce qui pourrait être utile à prendre en considération quand vous pensez à vous aventurer de ce côté-là et vous établir, vous enregistrer aux États-Unis. On l'a mentionné auparavant, c'est-à-dire connaître ses acheteurs. Si tu composes avec un cabinet juridique ou comptabilité au Canada et qui compose aux États-Unis, ça, c'est une excellente façon de voir comment ces gens-là composent avec ce genre de situation aux États-Unis. Ces gens-là peuvent vous donner des conseils vraiment précieux. Il y a des gens qui vont connaître eux-mêmes, qui ont passé à travers cette démarche avant vous. Alors, cette question ici pourrait s'appliquer encore à David. Nous sommes sérieux à ouvrir un centre de développement au Texas, que ce soit en technologie informatique. Est-ce qu'il y a des incitatifs là, de s'établir au Texas comparativement à New York? Oui, il y en a. Et ça pourrait être assez complexe. La meilleure chose à faire serait de m'appeler directement. Et là, on peut passer à travers ce que l'État vous offre et qu'est-ce que les communautés individuelles peuvent vous offrir en su. D'accord. La prochaine question. Si on veut agrandir notre marché pour percer celui des États-Unis, comment est-ce qu'une petite compagnie peut obtenir les renseignements qui ont trait à ce qui se passe à l'échelle locale? Eh bien, encore une fois, les services de délégués commerciaux ont des réseaux de noms. Il y a toute une gamme de bureaux à l'échelle des États-Unis. Vous pouvez aller voir par l'entremise de l'EDC également. L'EDC a des contacts avec nous. Ça dépend de la région où vous voulez aller. Alors, on a des bureaux, comme j'ai dit, un peu partout aux États-Unis. Vous avez aussi mentionné la chaîne d'approvisionnement. Si vous composez avec quelqu'un au Canada qui fait déjà affaire aux États-Unis, ça, c'est une bonne façon, bon point de départ, n'est-ce pas? Alors, si une compagnie connaît déjà le succès aux États-Unis, que cette compagnie fait partie de votre chaîne d'approvisionnement, eh bien, profitez-en. Allez frapper à leur porte, parler à ces gens-là. Également, les délégués commerciaux sont là pour vous aider dans ce domaine-là. Ils s'y connaissent bien. Alors, cette compagnie ici disent qu'ils mettent sur pied une compagnie où on a le produit qui est manufacturé et entreposé aux États-Unis. Ils veulent vendre et aux États-Unis et au Canada par l'entremise d'agents individuels. Nous n'avons pas de bureau aux États-Unis, mais nous aimerions être capables d'encourager les clients américains et canadiens à acheter nos produits. Est-ce que vous avez des conseils? Eh bien, attendez une seconde. Laissez-moi juste vous réitérer ça, là.
On va commencer une compagnie où on va fabriquer des choses aux États-Unis. Ça va être vendu au Canada et aux États-Unis par l'entremise de représentants individuels. Je ne suis pas sûre si je sais de quoi il parle, David. Alors, représentant, il parle de compagnies qui les représenteraient, qui vendraient leurs produits à d'autres personnes. Vous voulez dire des personnes qui travaillent à commission? C'est souvent le cas. Ou une compagnie qui vont agir comme distributeurs, ils vont acheter votre produit à un prix, ils vont le vendre un petit peu plus élevé. Des fois, quelqu'un fabrique un produit dans un pays et là, ensuite, ils le vendent au marché américain et canadien. Mais je ne suis pas sûre si c'est ça la question là. Nous travaillons avec des compagnies comme ça tout le temps et je serais bien heureux d'offrir n'importe quel conseil à ce genre de compagnie. Alors, appelez l'EDC ou au SDC de la région qui vous intéresse. Alors, David, vous avez dit qu'à l'échelle internationale, il y a des délégués commerciaux. Je sais qu'il y en a beaucoup des SDC au Canada. Quelle est la meilleure approche pour une compagnie qui veut communiquer avec vous? Est-ce qu'il devrait parler avec quelqu'un à l'échelle nationale d'abord ou bien parler avec le SDC qui fait partie du marché, qui intéresse le client? Je pense que ça a trait à savoir à quel point la compagnie se sent sûre qu'ils sont prêts à pénétrer le marché américain. Nous avons des bureaux internationaux, commerciaux dans les provinces, dans les États. Alors, si la compagnie, dépendant de la province où elle est établie, là, il y a des SDC ici à Dallas. Nous avons le service pour aider les compagnies qui veulent s'établir là. S'ils ne sont pas sûrs, on peut leur donner des noms de personnes clés dans leur propre milieu au Canada. Alors oui, communiquer avec le SDC à l'échelle internationale. Allez voir à notre site Web, le www. Le nom de la ville. Dans mon cas, ce serait www.dallas.gc.ca pour Canada. Ça serait votre adresse Web à vérifier. Puis Gary, où est-ce que ce serait le meilleur endroit à vérifier pour ces clients-là qui aimeraient savoir à qui parler avec l'EDC et où s'adresser? Alors, c'est voir les bureaux à l'échelle locale en regardant le site Web et regarder dans quelle région vous voulez aller. Si vous communiquez, par exemple, avec le bureau local au Canada, que ce soit dans votre province, s'il y en a un dans votre ville, regardez au site Web. Alors, mais si vous ne voulez pas regarder le site Web, appelez donc notre numéro, le 1-888 que je vous ai donné tantôt. Et là, ces gens-là pourront vous acheminer au bon endroit. Alors, le numéro, je vous le répète, 1-888-361-6811. Alors, si on passe à la prochaine question. Probablement, ça s'adresse à David, encore une fois. Si je veux pénétrer plusieurs secteurs aux États-Unis, quel serait le meilleur endroit pour établir un entrepôt? On a parlé de à quel point il y a une mosaïque aux États-Unis, à quel point dans différentes partie du pays. Il y a différentes façons de s'y prendre pour bien pénétrer le marché. Est-ce qu'il y a un endroit où ce serait comme un genre de guichet automatique, si vous voulez? Non, vraiment, c'est une fonction de ce qui fonctionne le mieux pour la compagnie et pour sa chaîne d'approvisionnement. Si la compagnie a besoin d'être proche de ses clients, peut-être que vous voudriez vous établir juste de l'autre côté de la frontière. Ça serait peut-être plus facile à gérer. Si tous vos clients ont tendance à être agglomérés dans un endroit aux États-Unis, par exemple, la vallée du Silicon ou Détroit, si c'est secteur automobile, peut-être que vous aimeriez considérer avoir un entrepôt plus près où se trouve le noyau de cette industrie-là, où sont la plus forte partie des clients. Personnellement, moi, j'aimerais m'approcher de la frontière. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, pour une raison quelconque dans votre compagnie, ça prend moins de temps à faire votre déplacement, si vous voulez. Alors, si c'est en Californie, eh bien, la vallée du Silicon, ça me tenterait, moi, d'aller visiter ça. Alors, et toi, Pierre, dans notre cas, à Chicago, c'était un lieu
Parfait. Pourquoi? Parce que je pense que je l'ai mentionné. Nous avons environ 230 centres là qui répondent aux appels 911. Alors, on a souvent besoin de réparer l'équipement. Alors, à Chicago, on a un aérogare international. Alors, à ce moment-là, il y a beaucoup d'appels acheminés là. Dallas aussi, il y a un aéroport international. Alors, quand on envoie nos produits aux États-Unis, d'abord, ça va à Chicago. Et le délai entre la demande de service et l'offre de service doit être faite dans un délai le plus court possible. Alors, à Dallas, comme j'ai dit, il y a un aérogare international. Alors, toi, Jen, comment est-ce que tu as décidé à savoir où établir ton entrepôt? C'est la même chose. C'est de trouver le noyau où ça parle mieux, à savoir quels sont les produits qu'on vend. Comme nous, ça vient de l'Inde et ça s'en vient aux États-Unis. Alors, on avait besoin d'un aéroport, un aérogare international. Alors, c'est de décider quel est l'aérogare international le mieux placé pour... alors, je pense que le noyau de votre chiffre d'affaires, où est-ce que c'est que vous voulez que votre produit se retrouve aux États-Unis et ensuite être acheminé à partir de ce lieu central-là? Alors, quand on parle des salons commerciaux, est-ce qu'on a besoin de visa de travail? Non, non. Les salons commerciaux, non, non. Vous avez faire savoir à l'agent aux douanes que vous vous rendez à un salon commercial. Alors, vous n'avez pas besoin d'un visa de travail pour aller participer à ce genre de salon commercial. Alors, pour la formation, je ne suis pas sûre. Nous, on utilise les Américains, les travailleurs américains, mais je ne sais pas à quel point ce serait facile ou difficile de faire venir les employés canadiens dans ce cas-là pour faire la vente. Ce que Pierre dit, oui. Vous n'avez pas besoin d'un visa de travail pour faire partie d'un salon commercial. Formation, d'habitude, non. Pourvu que la personne qui fasse la formation ne fait pas de travail, alors s'ils vont fabriquer quelque chose pendant qu'ils font la formation, ça, c'est un des points gris là, avec lesquels composer. Ça ne serait pas permis. Alors, vous avez parlé un peu pour certifier les compagnies qui sont dont les propriétaires sont des femmes, des Autochtones ou en minorité, situation minoritaire. On appelle ça CAMC. C'est un conseil qui s'occupe de ce genre de compagnie-là au Canada. Alors, nous en avons un conseil qui travaille avec les compagnies où ce sont des femmes qui sont propriétaires. D'habitude, il faut que 51 de la propriété de la compagnie soit dans les mains, soit d'Autochtones ou de femmes ou d'autres cultures minoritaires. Vous pouvez obtenir un certificat à ce moment-là pour votre compagnie. Alors, les organismes au Canada vont reconnaître ça et c'est la même chose aux États-Unis. Ils ont un programme semblable. Alors, ce sera avantageux dans ce cas-là pour les compagnies qui feront affaire. Alors, il y aura aussi des acheteurs là qui vous seront fournis, les noms desquels vous seront fournis. Alors, il faut avoir une bonne carte de pointage à la fin de l'année, à savoir chiffre d'affaires et à savoir augmenter à leur bassin d'employés en ce qui a trait à si c'est une compagnie dont la propriété va aux mains des femmes surtout, eh bien, c'est ajouter des femmes. Et si la propriété qui est dans les mains d'Autochtones, eh bien, c'est d'ajouter à ce bassin-là. Alors, il faut regarder aussi si les compagnies avec lesquelles vous allez faire affaire sont des compagnies dont les propriétaires sont uniquement américains comparativement à d'autres compositions. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Si on n'a pas répondu à votre question, eh bien,
communiquer avec nous par courriel à l'adresse que je vais vous donner. Alors, sentez-vous libre de nous envoyer un courriel à marketing@commercialedc.ca. Je répète, marketing@commercialedc.ca ou bien appelez-nous au 1-888-361-6811. Un rappel, chers participants, vous pourrez, à partir de notre site Web, avoir accès à la présentation d'aujourd'hui. Vous recevrez d'ici peu un hyperlien de notre part pour s'y faire. Vous désirez en savoir plus au sujet des divers marchés? Eh bien, notre site Web là, et il est là, à votre portée. Visitez-nous et choisissez l'onglet Centre d'expertise. Il y a une multitude de renseignements et de ressources. Merci d'avoir été des nôtres et à tous nos participants, participantes aujourd'hui.